Depuis bientôt 6 ans, TV Liberté est à vos côtés chaque soir de la semaine avec son JT quotidien. Quand France Télévisions dilapide votre redevance, nous nous efforçons de vous présenter une information honnête et objective avec une équipe resserrée et un budget 1500 fois plus petit. En moins de 18 mois d'existence, le média proche de Jean-Luc Mélenchon a déjà changé 3 fois de dirigeant. Pendant ce temps, TV Liberté poursuit son chemin avec les mêmes figures, celles qui l'ont façonné depuis la première heure. TV Liberté, c'est une équipe solide qui tient dans la durée grâce à sa volonté de vous réinformer, mais aussi et surtout grâce à vous. Sans publicité, sans mécènes mondialistes, notre travail repose sur votre soutien. Avec des dizaines de milliers d'émissions, des millions de téléspectateurs, des milliers d'invités souvent privés de parole dans les médias subventionnés et des abonnés toujours plus nombreux sur les réseaux sociaux, nous avons créé une véritable communauté qui refuse le politiquement correct. Et si nous relevons le défi, c'est parce que l'on compte sur vous. Et pour continuer, nous avons besoin de vous. Car ensemble, et seulement ensemble, nous sommes solides. Alors soutenez-nous, aidez TV Liberté. Bonjour à tous, bonjour chers téléspectateurs de TV Liberté. Bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Et aujourd'hui, chers téléspectateurs, il sera question de l'Union européenne. Bonjour Pierre. Bonjour Olivier. Et alors, nous avons invité sur le plateau Charles-Henri Gallois. Bonjour. Bonjour Charles-Henri Gallois, vous avez 31 ans, vous êtes engagé politiquement, on verra tout à l'heure, vous êtes diplômé de l'école de commerce de l'EM Lyon, bonne école de commerce, 3e ou 4e de la place française, et vous travaillez dans le secteur privé, mais vous venez d'écrire un livre tout à fait passionnant, qui est une critique, évidemment, de l'Union européenne. Le titre est nous allons les illusions économiques de l'Union européenne. Et très exactement, avec une préface d'Idriss Aberkane, et il est publié aux éditions Fauve. Vous êtes un jeune fauve ? On peut dire ça comme ça. En réalité, non, c'est vrai que ce livre est une critique de l'Union européenne, mais j'explique bien finalement ma démarche, puisque comme tout le monde et comme tous les jeunes Français, finalement, moi aussi, j'étais pro-européen. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on vous le répète, finalement, c'est ce que je dis, du berceau à la tombe, que l'Union européenne c'est formidable, que l'Union européenne serait la paix. Et moi, j'ai aucun problème contre les autres peuples européens. Évidemment, j'ai plein d'amis espagnols, italiens, même allemands, etc. Et a priori, j'avais rien contre ces autres peuples. Et l'idée d'une union, quand on est jeune, peut paraître sympathique. Mais là où le bas blesse, justement, c'est quand on regarde dans les détails de tout ce qu'implique l'Union européenne, puisqu'il y a aussi ce grand problème, il y a souvent la confusion Europe-Union européenne. On nous dit finalement que ce serait la même chose et les européistes abusent de parler de l'Europe, 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 l'Europe. Mais en fait, l'Europe, quand on y réfléchit bien, ça veut absolument rien dire. L'Europe, c'est quoi ? C'est un continent géographique. Donc oui, effectivement, on fait partie de l'Europe, comme le Royaume-Uni, comme la Suisse ou la Norvège, qui ne sont pas dans l'Union européenne. Ce qui est évidemment critiquable, donc on ne critique pas un continent, c'est un fait, c'est un état de fait. On critique l'Union européenne, qui est une organisation supranationale, qui a plein d'applications. Je parle dans mon livre évidemment des implications économiques que ça a, l'Union européenne, l'euro, mais ça a surtout, et c'est l'objet finalement de la conclusion du livre, au-delà même des promesses économiques et des illusions qui sont toutes fausses et sur lesquelles on pourra revenir, et qui ont toutes été trahies. Il y a vraiment un problème démocratique dans cette organisation, puisque ce qui se pose in fine, la démocratie c'est toujours faite à l'échelle nationale,
Et là, on propose finalement de remplacer, de détruire la France et de créer un État européen qui sera au-dessus. Donc la vraie question, c'est la question démocratique et c'est la question de savoir est-ce que les Français sont prêts à voir disparaître la France. Alors, Charles-Henri Gallois, vous dessinez dans votre ouvrage donc 12 illusions économiques. Hein. Le titre de votre ouvrage, c'est « Les illusions économiques de l'Union européenne ». La première d'entre elles, c'est « L'UE ne produit rien en réalité ». Vous dites que notre appartenance à l'Union européenne nous coûte chaque année 53 milliards d'euros. D'où est-ce que vous sortez ce chiffre exactement? Alors, c'est la somme de plusieurs coûts. Il y a évidemment le coût le plus réel, le plus direct, qui est celui de la contribution budgétaire fiscale nette. Il faut savoir que pour l'année 2019, la France va donner grosso modo 23,5 milliards d'euros à l'Union européenne, qui va lui en restituer 13,5. Donc on va perdre 10 milliards d'euros dans l'affaire, ce qui est énorme. 10 milliards d'euros, ça ne parle pas aux Français. Mais c'est l'équivalent, par exemple, on parle, vous savez que les services d'urgence, les hôpitaux sont à l'heure actuelle en grève, c'est l'équivalent de la construction de 251 hôpitaux, parce que c'est à peu près 40 millions d'euros pour un hôpital. Et j'ai une image aussi que j'aime bien, vous savez, le billet le plus utilisé en France, c'est le billet de 20 euros. Oui, bien sûr. Et si vous cumulez 10 milliards d'euros en billets de 20 euros, ça vous fait une pile de 60 km de billets de 20 euros, pour que vous compreniez. Et puis même d'un point de vue... je veux dire, concret pour les Français, 10 milliards d'euros, c'est quand même 606 euros par an par foyer fiscal imposable à l'impôt sur le revenu. Donc c'est quand même évidemment pas neutre, mais c'est pas le seul coût, c'est le coût le plus connu. Il y a d'autres coûts de l'Union européenne et il y a notamment tout ce qui est cofinancement, puisque vous avez des financements obligatoires qui sont hors du cadre budgétaire. Typiquement, l'argent que l'Union européenne a donné à l'Ukraine ou à la Turquie pour garder les migrants, ça c'est hors budget de l'Union européenne et la France doit mettre la main à la poche et contribuer au pot commun européen là-dessus. Et en plus de ça, il y a toutes les amendes pécuniaires quand la France est condamnée pour ne pas appliquer les directives OGM ou autres. Si on additionne exactement les cofinancements et les amendes pécuniaires, c'est 5 milliards d'euros en plus qu'on ajoute par rapport aux 10. Et après, vous avez un coût qui est finalement peut-être le coût le plus pernicieux et le plus masqué, c'est le coût d'application des normes européennes. C'est ça. On n'en parle jamais, mais vous l'estimez à 30 milliards dans votre ouvrage, d'ailleurs avec un graphique très bien fait. C'est même plus, c'est 39 milliards, puisque vous avez 30 milliards de coûts d'application des normes européennes pour les entreprises, et quasiment 9 milliards pour l'administration, du contrôle des normes. Et tout cela en dehors du coût que représente l'euro. Parce qu'en fait, ça, c'est vraiment l'Union européenne. Le coût du fonctionnement quelque part de l'Union européenne plus euro, on y reviendra plus tard, mais c'est... Sur l'euro, il faudra y revenir. Donc, nous sommes à 39 milliards avec les normes. Et sur les normes, si je peux me permettre, là où c'est d'autant plus aberrant, c'est que vous savez qu'en France, on a beaucoup de PME et de TPE. Et vous avez en nombre d'entreprises, vous avez 97% des entreprises en France qui n'exportent pas. C'est-à-dire qu'on va forcer ces PME, ces TPE à appliquer des normes européennes alors qu'elles ne vont jamais envoyer un produit en Allemagne, en Espagne, etc. Donc c'est une gabegie totale. Et finalement, pourquoi c'est un coût d'application énorme? Quand vous mettez une nouvelle norme, les grandes entreprises ont souvent les ressources en interne pour pouvoir l'appliquer. Mais les petites entreprises n'ont pas ces ressources. Elles doivent faire appel à des cabinets de conseil ou autres pour se mettre aux normes. Et tout ça, ça coûte un argent dingue. Et c'est aussi quelque part un business, un pognon de le président de la République. Ça nous coûte un pognon de dingue. Et ça coûte un pognon de dingue aux Français parce que ces 53 milliards, je parlais tout à l'heure de 606 euros par foyer fiscal imposé, l'impôt sur le revenu. Si on ajoute tous ces coûts-là, on est déjà à 3200 euros par foyer fiscal imposé l'impôt sur le revenu par an pour les Français. Donc quand on nous dit... c'est la ritourne habituelle. Si jamais on sortait de l'Union européenne, vous vous rendez compte des coûts, et on pourrait y revenir. Il faut se rendre compte de ce que ça nous coûte à l'heure actuelle, l'appartenance à l'Union européenne. Et il y a probablement aussi une distorsion de concurrence. Pourquoi? Parce que je me suis laissé dire que l'Allemagne n'appliquait pas les normes européennes avec autant de zèle que la France. Est-ce que c'est un mythe ou c'est une réalité? Non, moi je pense que c'est quand même un mythe dans la mesure où l'Allemagne applique les normes, et l'Allemagne, l'avantage qu'elle a sur la France, finalement, certes, elle a le coût de ces normes européennes comme la France, mais elle a, et on va y revenir, je pense, une monnaie qui est complètement sous-évaluée pour son économie et qui lui permet d'être bien plus compétitive. Donc ça permet largement
d'absorber pour ces entreprises le coût des normes européennes, alors que la France finalement cumule tous les désavantages avec une monnaie qui est surévaluée pour l'économie, donc ça coûte beaucoup plus cher pour nos entreprises d'exporter. Et on a en plus ces normes qui s'abattent sur les entreprises et qui coûtent cher et qui nuisent justement aux entreprises. Ça n'a pas de sens. On a déjà des normes françaises qui sont de qualité, de devoir en plus appliquer des normes européennes pour ces entreprises qui n'en ont pas besoin. Alors, évidemment, vous nous parlez également de la convergence sociale et fiscale, convergence que les partis dits de gouvernement PS et Républicains nous promettent en fait depuis la première élection européenne dans les années 70. Quels progrès ont été enregistrés en matière justement de convergence sociale et fiscale ? Il n'y a quasiment pas de progrès. Finalement, c'est même pire, j'ai envie de vous dire, par rapport à 1979, parce que depuis, vous avez eu l'arrivée des pays de l'Est dans l'Union européenne. Et donc, les divergences de coûts. Exactement, des divergences de coûts, de modèle social ont encore explosé. Et ça se retrouve notamment dans le coût horaire moyen du travail. C'est complètement délirant. Vous avez entre la France et la Bulgarie, par exemple, c'est 4,9 € de l'heure en Bulgarie, c'est 36 en France. Vous avez une différence abyssale entre les deux, je crois, de fois 7. Et donc, ça coûte 7 fois moins cher d'aller produire en Bulgarie. Il est évident que dans ce cadre-là, ça vous permet de comprendre toutes les délocalisations qui ont lieu dans les pays de l'Est, parce que finalement, on met en concurrence les salariés français avec des gens qui sont payés 6-7 fois moins. Ça n'est pas de la convergence. C'est pas une convergence, c'est une divergence. Et l'Union européenne, au contraire, est le règne de la concurrence sociale et fiscale. On le voit à tous les niveaux. Pourquoi au niveau fiscal aussi? Oui, alors fiscal, ça diverge. Vous avez vu par exemple la Hongrie qui a passé son taux d'impôt sur les sociétés à 9%. Donc on n'est pas du tout dans un processus de convergence. Bien au contraire, il y a une divergence de plus en plus grande. Et même si on le voulait, de toute façon, aucune solidarité ne serait possible en réalité. Mais de toute façon, et même si on voulait le faire, l'idée par exemple que défendaient certains d'un SMIC européen n'a absolument aucun sens et surtout serait nuisible pour la France, puisque quand vous avez un SMIC qui est à 260 € en Bulgarie et qui est à 2000 € au Luxembourg, vous le mettez à quel niveau le SMIC? Ben, je peux vous le dire, il sera à un niveau inférieur aux 1500 € bruts qu'on a en France par mois. Et donc, encore une fois, ça va être un alignement par le bas pour les Français. Donc, si on avait un SMIC européen, ça serait un alignement par le bas. Et ça, il faut que les Français en soient conscients. Ça fera encore plus de gilets jaunes sur les ronds-points, ça. Ça, c'est sûr, puisque une des grandes revendications des gilets jaunes, c'est justement la hausse du SMIC qui fait partie des 4 grandes revendications des gilets jaunes. Alors, vous avez parlé de convergence fiscale. Bon, il est clair, là aussi, que nous sommes dans le règne de la divergence, puisque l'optimisation se fait à tous les niveaux. Vous avez parlé de 9,5 pour la Hongrie, mais l'Irlande, c'est 12,5, je crois. L'Irlande, c'est 12,5, et il y a des éléments qui sont encore pires, parce que vous avez tout ce qui est du tax ruling que faisait par exemple le Luxembourg de Jean-Claude Juncker, qui est quand même le commissaire européen sortant, président de la Commission européenne. Et il était avant Premier ministre du Luxembourg, ce monsieur. Et il a organisé un système de tax ruling c'est-à-dire que directement, des grandes entreprises peuvent aller négocier un taux préférentiel qui peut être largement inférieur à 12,5 de l'Irlande pour justement baser les profits au Luxembourg et faire de l'optimisation fiscale. L'optimisation fiscale, ça veut dire quoi, grosso modo? Ça veut dire que vous laissez les profits dans les pays qui ont un faible impôt sur les sociétés, au contraire, vous laissez les coûts massivement dans les pays où l'impôt est fort, et donc ça siphonne la base fiscale des autres pays, et la politique du Luxembourg, la grande solidarité européenne, a finalement siphonné la base fiscale des autres pays européens, et c'est ce monsieur qui est devenu président de la Commission européenne, c'est dire la philosophie qui y règne. C'est une récompense, en réalité, pour lui. Exactement, mais comme vous avez vu M. Barroso, qui pour être récompensé de ses bons et loyaux services, a après été embauché par Goldman Sachs. Voilà. Donc j'attends de voir le prochain boulot de M. Juncker. Bon, lui sera peut-être gérant de bar, mais on verra ce qu'il en est. Il serait très bon. Il serait très bon parce qu'il a une expérience. Il a une expérience en matière. C'est un fin connaisseur. Mais monsieur, vous savez comment on appelle Goldman Sachs, hein, la pieuvre. Oui, mais on l'appelle aussi Government Sachs. Parce que 2 secrétaires d'État sur 3 aux États-Unis viennent de Goldman Sachs. Et en Europe, c'est la même chose, donc. En Europe, vous avez beaucoup de commissaires européens qui sont recyclés après. Vous avez même Mario Draghi, président de la BCE, venu aussi de Goldman Sachs. Vous avez eu en Italie, rappelez-vous, quand Berlusconi avait essayé de désobéir aux règles européennes,
Ils avaient mis une pression colossale sur l'Italie, ils avaient laissé monter les taux d'intérêt de l'Italie, et Berlusconi a dû quitter, et qui ils avaient mis à la place? Mario Monti, qui lui aussi était un ancien de Goldman Sachs, complètement dans la technocratie européenne. Ils ont eu la peau de Berlusconi, quoi qu'on pense de Berlusconi. Oui. Ils ont eu sa peau, il n'y a aucun doute. Mais comme ils ont eu celle finalement de Tsipras, parce que même si lui n'a pas eu démissionné, on est dans une collaboration pure et dure avec l'Union européenne, alors qu'il avait été élu sur une base de rupture avec l'Union européenne. Et quoi qu'on en dise aussi, le gouvernement de Salvini et de la Lega, avant même le départ de Salvini, rappelez-vous, le budget qu'ils avaient présenté était un budget qui était en déficit, mais qui était sous les 3%. Donc, théoriquement, c'était un budget qui pouvait passer. Mais ça, c'est l'objet d'ailleurs du 3e chapitre. Comme le contenu du budget n'allait pas dans la doxa européenne et ne respectait pas ce qu'on appelle les grandes orientations des politiques économiques qui étaient demandées à l'Italie, l'Italie a dû revoir son budget. Donc même Salvini s'est aussi couché. Et ils ont présenté justement un budget qui était inférieur au niveau du déficit, et surtout les mesures phares qui étaient celles de départ anticipé à la retraite ou d'un espèce de revenu universel, qui est plutôt une sorte de RSA d'ailleurs qu'un vrai revenu universel qu'ils voulaient faire. Ils ont dû édulcorer complètement ces mesures-là pour entrer dans le cadre européen. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire pourquoi ils ont dû se coucher? C'est parce que ce sont des gens qui n'ont pas envisagé justement réellement de se libérer de l'Union européenne et de l'euro. Et il n'y a pas 36 alternatives. On nous dit à chaque fois qu'on peut renégocier l'Union européenne. Pour pouvoir vraiment appliquer sa politique, il faut s'en libérer. Et pour s'en libérer, il faut avoir la légitimité, c'est-à-dire être élu sur cette question. Et ce n'était pas le cas de Tsipras, ce n'était pas le cas de Salvini. Donc ils étaient quelque part programmés pour se coucher. Et cette renégociation de l'Europe, vous savez, on nous dit, ou certains nous disent, par exemple à gauche, M. Mélenchon ou autre, c'est qu'une question de rapport de force, il faudrait faire le poids, si on est assez nombreux, la France n'est pas la Grèce. J'ai envie de vous dire, rappelez-vous de l'époque de Lionel Jospin. Lui, pourtant, il n'allait pas très loin dans la critique, il voulait juste remettre en cause les critères de convergence, les fameux 3% du traité de Maastricht. Il n'avait rien fait. Mais alors que l'Europe était à gauche. Exactement, le rapport de force était les 4 plus grands pays, c'était l'Union européenne à 15 à l'époque, les 4 plus grands pays étaient à gauche, il y avait Blair, Gerhard Schröder, et vous aviez en Italie Romano Prodi et Lionel Jospin. Vous aviez, même plus que ça, vous aviez, je crois, 11 des 15 pays de l'Union européenne qui étaient à gauche, ça représentait plus de 90% du PIB de l'Union européenne. Donc pour vous, malgré ça, ils n'ont pas pu changer une seule virgule. Et donc en fait, c'est pas une question de rapport de force. Comme il faut l'unanimité pour changer l'Union européenne et changer les traités, vous ne la changerez jamais avec toute la bonne volonté, le rapport de force que vous voulez. La seule politique crédible, c'est d'être élu justement pour se libérer de l'Union européenne et d'expliquer aux Français une chose très simple. C'est-à-dire, oui, l'Union européenne est néfaste, ce que finalement disent beaucoup de gens, parce que la critique de l'Union européenne, il y en a beaucoup qui la critiquent, mais ils s'arrêtent là. Oui, l'Union européenne est néfaste. Non, elle n'est pas réformable, et donc oui, il faut s'en libérer par le Frexit. C'est ce que d'ailleurs l'UPR dit depuis très longtemps. Auront compris que, et c'est un autre aspect de votre biographie que je n'ai pas énoncé tout à l'heure, que vous êtes en effet le conseiller économique de François Asselineau et que vous, au sein de l'Union populaire républicaine, au sein de l'UPR, et aussi le trésorier du mouvement, je crois, et que vous êtes surtout un hérétique par rapport au dogme européen. Alors, nous allons explorer, en quelque sorte, votre tendance à l'hérésie après la pause. Alors, Charles-Henri Gallois, vous êtes un hérétique, nous l'avons dit. Vous critiquez le dogme européen et vous avez démontré qu'il n'y a pas d'autre issue que la sortie. Nous reviendrons sur ce problème de la sortie, mais dans l'immédiat, votre critique porte au chapitre 4 sur la question de savoir si l'Europe nous protège. Le vécu d'une partie de nos concitoyens, c'est plutôt le contraire. Mais où serait cette protection et quelle est-elle ?
Et en fait, ça c'est un des grands mythes effectivement qu'on a de l'Europe qui nous protégerait. Vous savez qu'il faudrait ensemble faire le poids contre les grands ensembles, la Chine, la Russie, les États-Unis, etc., etc. Oui, la notion de masse critique en quelque sorte. Voilà, exactement. Voilà. Mais la réalité, c'est quand on regarde les faits, c'est que l'Union européenne ne protège pas du tout. Il y a une donnée qui est probante là-dessus, c'est celle des droits de douane, le fameux tarif extérieur commun. Parce qu'il y en a des gens qui sont restés bloqués dans les années 60 avec un tarif extérieur commun fort d'une Europe qui protégerait grosso modo l'Union européenne, enfin qui n'était pas à l'époque l'Union européenne, mais la CE de Gaulle. Oui. Sauf que maintenant, le droit de douane extérieur moyen de l'Union européenne est de 2,4%. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que d'un point de vue commercial, l'Union européenne est l'idiot utile complètement de la mondialisation et en fait vous rentrez des produits comme vous voulez. On essaye de faire peur aux Britanniques en leur disant attention, si vous quittez le marché commun, ça va être la catastrophe. Mais pas du tout. Quand vous avez des tarifs extérieurs communs aussi faibles, en moyenne de 2,4%, vous rentrez comme dans du beurre. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'accord de libre-échange avec la Chine. Ça n'empêche pas la Chine d'inonder complètement le continent européen de ses produits, et en particulier l'Union européenne, puisque les droits de douane sont très faibles. Donc ça, c'est une première donnée. La Chine qui elle-même, et vous le dites, c'est 18% de droits de douane. Exactement. Et l'Inde, c'est plus de 33%. Exactement. Donc ces pays, en fait, même les se États-Unis protègent dans la mondialisation. Et les États-Unis aussi sont un pays très protectionniste. Aux États-Unis, il faut savoir qu'il y a, par exemple, au niveau des marchés publics, vous avez le Small Business Act qui réserve les marchés américains pour les entreprises américaines. Si vous voulez faire ça dans le cadre de la France, il y a tout un tas de candidats qui le proposaient, sauf qu'il y a manque de peau, ils ne veulent pas sortir de l'Union européenne. Mais ça, c'est interdit par les traités européens de réserver, parce qu'il y a une clause, sinon vous n'êtes pas dans la concurrence que souhaite le marché. Et il faut savoir que le marché intérieur et la concurrence sont des compétences exclusives de l'Union européenne, c'est-à-dire que les États n'ont pas leur mot à dire là-dessus, et si vous voulez changer, encore une fois, il faudrait l'unanimité. Donc ça, c'est un premier point très fort, qui veut dire que l'Union européenne ne nous protège pas d'un point de vue douanier, mais il y a encore autre chose de plus fort, ce qui est dans les traités européens, c'est l'article 63 du TFUE, qui explique finalement que vous avez une libre circulation des mouvements de capitaux, non seulement entre les pays membres, mais entre les pays membres et les pays tiers, c'est-à-dire le reste du monde. Concrètement, vous dites aux gens, on contrôle les mouvements de capitaux, certes, mais qu'est-ce que ça implique concrètement? Qu'est-ce que ça implique concrètement? Ça veut dire finalement que c'est le feu vert complet aux délocalisations, puisque vous pouvez faire des virements d'énormes sommes d'argent à l'étranger pour construire des usines. Quand vous aviez le contrôle des mouvements de capitaux, ça ne voulait pas dire que vous étiez une porte complètement fermée, c'est une porte, vous pouvez l'ouvrir ou la fermer. Et quand vous deviez justement faire un gros investissement à l'étranger, vous deviez demander l'autorisation à Bercy, qui l'a donné ou qui ne la donnait pas. C'est-à-dire que quand c'était pour ouvrir une usine pour le marché local et sans délocalisation et sans perte d'emplois à l'étranger, Bercy disait oui. Sauf que si vous alliez à Bercy dire bon, on va supprimer 5000 emplois en France et on va produire des voitures par exemple en Algérie et on va les réimporter en France, là Bercy aurait dit non. Mais on n'a plus le pouvoir là-dessus. Et il y a un autre élément qui est fort, parce que ça marche dans les deux sens, l'article 63. Alors, j'allais vous le dire. Ça veut dire qu'on peut racheter tout le patrimoine français. Voilà, et c'est dramatique. On voit les châteaux dans le Bordelais, on voit tout un tas de fleurons, même de notre industrie, qui sont rachetés. Alors Alstom, l'État a une part de responsabilité, parce que l'État avait des parts, et l'État aurait pu bloquer en partie. Il y avait eu le décret notamment de Montebourg. Vous savez ce qu'a dit. Et Macron a justement bradé Alstom, ce qui est terrible. Comme conseiller, Macron était conseiller à l'époque du Premier ministre et du président. Et Macron, quand on lui a dit, mais enfin, les États-Unis ont aidé General Electric. Ils ont versé 150 milliards à General Electric qui était en difficulté. General Electric qui veut racheter Alstom. Et à ce moment-là, le président Macron dit, vous allez me dire ce que vous en pensez, oui, mais nous ne sommes pas le Venezuela. Sauf que les États-Unis sont capables d'aider une entreprise quand elle est en difficulté. Exactement, mais comme tous les pays du monde qui se protègent. C'est-à-dire que dans l'Union européenne, comme je disais, c'est vraiment l'idiot utile de la mondialisation. Il est normal, surtout quand il y a des secteurs stratégiques comme Alstom. Vous savez qu'Alstom fournit les turbines de nos sous-marins nucléaires. Oui. C'est quand même le sanctuaire même de la souveraineté de la France et de l'indépendance de la France. C'est-à-dire que maintenant, on dépend des États-Unis pour justement ces turbines. Et si demain il y a un conflit où on n'est pas d'accord au niveau géopolitique avec les États-Unis, mettons qu'on fait un petit retour en arrière, on revient en 2003 au moment de la guerre en Irak, je peux vous dire, et c'est ce qu'avaient fait d'ailleurs les États-Unis à l'époque pour d'autres moyens militaires de bloquer justement la France là-dessus, là, je peux vous le dire, ils arrêteraient de livrer les turbines aux sous-marins nucléaires français pour faire pression sur la France au niveau géopolitique. Donc c'est une folie complète, c'est une trahison comme il en existe peu, le cas Alstom.
Et évidemment, nous, on propose qu'il faudrait renationaliser toute cette branche justement liée aux turbines nucléaires parce que là, on est du domaine stratégique. Évidemment, on n'est pas pour nationaliser l'intégralité de l'économie, mais quand c'est du secteur stratégique, il faut pouvoir faire du protectionnisme parce qu'il en va de l'indépendance de la France. Et là, on voit bien que les moyens de pression sont maintenant colossaux contre la France à cause de cette affaire. Mais il y a Alstom, mais je cite des dizaines de cas d'entreprises de fonds nationaux qui ont été bradés à l'étranger. Il n'y a pas que les turbines des sous-marins. Oui. Il y a aussi maintenant, General Electric possède la maintenance des 58 réacteurs à travers les turbines Arabelle. Exactement, je le cite d'ailleurs aussi dans le livre, ce qui paraît un moyen de pression énorme vis-à-vis de la France, parce que vous pouvez couper et arrêter le nucléaire civil qui sert à toute l'électricité quasiment en France, c'est du nucléaire, donc vous avez des moyens de pression absolument colossaux contre la France. C'est criminel cette vente d'Alstom et Emmanuel Macron en est entièrement responsable. Mais vous savez que la haute trahison n'est plus inclue dans la Constitution, puisque les articles qui se rapportaient à la haute trahison 2007 ont été supprimés. Au moment de la révision constitutionnelle de Nicolas Sarkozy. Voilà. Même. Je vous propose maintenant de passer à cette 5e illusion. Le Brexit serait une catastrophe économique. Charles-Henri Gallois, est-ce que le Royaume-Uni aujourd'hui se porte moins bien qu'avant le référendum du 23 juin 2016 sur la sortie de l'UE? Parce que, rappelons-le, le Brexit n'a pas encore eu lieu officiellement. Est-ce que le Royaume-Uni se porte plus mal qu'avant ? Alors, même si le Brexit n'a pas encore eu lieu, il est intéressant de revenir sur ce qui avait été dit, parce que tous les européistes britanniques et même les européistes en France, ils avaient tous dit que ce serait la catastrophe, non pas même quand le Brexit aurait lieu, mais dès le lendemain du vote. Je cite des déclarations dans mon livre où ils expliquaient pêle-mêle que le chômage allait exploser, que le Royaume-Uni allait rentrer en récession, que la bourse allait s'effondrer, que le marché de l'immobilier allait s'effondrer. Exactement. Taux de chômage en Grande-Bretagne. Alors la réalité, c'est quoi? C'est que le Royaume-Uni n'est pas du tout tombé en récession. C'était même l'économie du G7 qui était avec la meilleure croissance en 2016. Et en gros, grosso modo, depuis 2016, ils ont une croissance qui est largement comparable à la France et qui ne s'est pas du tout effondrée. Mais surtout, c'est encore mieux, la donnée la plus intéressante, c'est celle du chômage. Le taux de chômage avant référendum était à 5%, et on est tombé à 3,8%. C'est le plus faible taux de chômage depuis 45 ans, depuis 1974. Il n'y a jamais eu autant d'emplois. Non seulement le taux de chômage a baissé, le taux d'emploi a augmenté. Et contrairement à ce que disent beaucoup de personnes qui connaissent très mal la situation britannique, ils disent oui, mais ça c'est grâce aux contrats zéro, etc. C'est pas du tout vrai, parce que quand on regarde les chiffres à la loupe, entre les chiffres avant référendum et après, toutes les créations d'emplois, au contraire, ont été à temps plein. La part des contrats zéro heure a diminué dans l'économie britannique. Donc c'est le signe d'une économie dynamique qui crée des emplois et pas du tout le signe d'un effondrement. La bourse qui devait s'effondrer, en quelques jours, elle avait déjà retrouvé son niveau. Le marché de l'immobilier qui devait s'effondrer continue d'augmenter. Donc toutes les prophéties d'Apocalypse. Et il n'y a pas eu de délocalisation non plus des banquiers et des financiers. Il n'y a pas eu de délocalisation et il n'y a pas eu Paris. Exactement, c'était une des promesses. On nous avait dit, Emmanuel Macron qui déroulait le tapis rouge pour les financiers de la City. Il y a eu, je crois que c'est 200 emplois, quelque chose comme ça, alors qu'ils avaient annoncé à l'époque 10 000 personnes qui allaient quitter la City de Londres. Toutes ces prophéties sont révélées entièrement fausses. Est-ce qu'on peut redouter une inversion de ces bons chiffres, de ces bons résultats qui arrivent après la signature du Brexit? Moi, je n'y crois pas, parce que là, la livre s'est dépréciée. Bon, il y a eu un pic au moment de la prise de pouvoir de Boris Johnson, et là, c'est déjà un petit peu réévalué. Donc, il y a eu la monnaie qui a baissé, qui rend l'économie britannique plus compétitive. Et surtout, une sortie. Alors là, il y aura un accord avec Boris Johnson, mais sinon, ceux qui craignent le plus le Brexit, ce sont les européistes. Pourquoi? Parce que le Royaume-Uni, déjà comme la France, est un contributeur net. Voilà, alors c'est ça, c'est la contribution britannique. Ça veut dire que ce que donne le Royaume-Uni, alors ça dépend sur l'estimation, mais grosso modo, après le rabais britannique, à environ 6 milliards, donc c'est ça qui est perdu par an. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les pays contributeurs nets qui restent, qui vont devoir payer. Donc c'est une catastrophe pour la France. Mais là où les européistes, je les appelle même plus européistes dans ces cas-là, sont même euro-fanatiques, c'est parce que malgré le départ du Royaume-Uni, je ne sais pas si vous avez suivi les négociations pour le nouveau budget de l'Union européenne, qui doit avoir lieu, ils veulent augmenter le budget de quasiment 30%. Donc il faut que les Français comprennent, ça veut dire que notre contribution nette va passer de 10 à peut-être 15 milliards d'euros.
15 milliards d'euros. Quand dans le même temps, la même Union européenne et l'euro imposent une austérité massive aux Français, on voit effectivement les services d'urgence, les hôpitaux, etc. On n'a plus d'argent pour rénover nos routes nationales. Vous savez qu'il faudrait 200 millions d'euros par an pour rénover les routes nationales, on ne peut plus le faire. Vous avez un tiers des ponts qui sont fragiles et 7% qui menacent de s'effondrer. C'est pas qu'ils menacent de s'effondrer, je ne sais pas si vous avez suivi ce matin, il y a 2 véhicules, il y a un pont qui s'est effondré en Haute-Garonne, il y a 2 véhicules qui sont tombés dans le Tarn. Donc là, on est même du domaine du criminel, on va donner 10 milliards d'euros et demain 15 milliards d'euros à l'Union européenne, ça part de la France. Oui, c'est l'argent n'est plus en France. Et on n'a plus d'argent nous-mêmes pour entretenir nos routes nationales et nos ponts. Donc on marche complètement sur la tête et il faut que les Français s'en rendent compte. On va le faire aussi au détriment de la PAC. C'est-à-dire que les agriculteurs vont moins recevoir, ça va encore poser des problèmes à cette catégorie qui est déjà fortement éprouvée. Qui est déjà éprouvée, et contrairement, c'est ça, les agriculteurs aussi, des fois, ont le sentiment, ils sont restés aussi dans les années 60 de Gaulle, que ça nous bénéficierait l'Union européenne avec la PAC. Déjà, comme on donne plus à l'Union européenne qu'on reçoit, c'est de l'argent français. Et si demain on n'était plus dans l'Union européenne, on pourrait toujours donner cet argent aux agriculteurs. Mais non seulement l'Union européenne leur nuit de façon colossale avec tous les accords de libre-échange qui sont signés. On peut citer le CETA, on peut citer le Mercosur qui va être dramatique au niveau de l'élevage, puisque le coût de revient du bœuf argentin ou brésilien, c'est 4 fois inférieur à celui du bœuf français. Donc c'est de la concurrence complètement déloyale pour nos agriculteurs. Et c'est un non-sens d'un point de vue écologique de toute façon, parce qu'on va importer du bœuf qui est à des milliers de kilomètres d'ici plutôt que de consommer de la viande française. Donc ça n'a absolument aucun sens d'un point de vue écologique. Le bilan carbone est idiot. Et on va ruiner nos agriculteurs. C'est anti-écologique. C'est anti-écologique. Mais l'Union européenne est anti-écologique, j'en parle d'ailleurs dans mon livre, contrairement à ce qui est dit, et contrairement à ce que dit Europe Écologie Les Verts, qui est complètement dramatique de ce point de vue-là, puisqu'on ne peut pas soutenir l'écologie et soutenir l'Union européenne en même temps, puisque le principal vecteur de destruction de l'environnement et le principal vecteur anti-écologique, c'est justement l'Union européenne, de par ses traités, de par le libre-échange total, de par la destruction des services publics, notamment le service public ferroviaire, qui met des millions de camions sur les routes partout en Europe. Et donc l'Union européenne est complètement anti-écologique à tous ces niveaux-là. Elle prône une agriculture complètement ultra-intensive. Les traités européens vont à l'inverse total de ce qu'il faudrait pour avoir une politique écologique. Avant de faire cette dernière pause, Charles-Henri Gallois, moi j'entends depuis que je suis né à peu près les responsables politiques et économiques nous expliquer que sans l'Union européenne, la France serait trop petite pour faire face aux géants chinois, états-uniens, etc. Mais est-ce qu'il n'est pas plus facile au final pour un petit pays de s'en sortir et d'avoir de bons résultats économiques? Exactement, ça c'est une idéologie quelque part du renoncement. C'est l'idéologie de gens qui ne croient plus en la France et qui se disent la France c'est fini et il faudrait qu'on pèse au niveau européen. Mais sauf c'est le discours de Macron, ça. Exactement, sauf de souveraineté européenne qui ne veut absolument rien dire. Et donc c'est complètement faux pour plusieurs raisons. Déjà c'est faux par les faits. Quand on regarde les pays les plus riches, donc en PIB par habitant, il y a 33 pays qui sont plus riches que la France. Sur ces 33, il y en a 28 qui sont plus petits à la fois en superficie et à la fois en population. Donc ça montre bien que ce mythe de la taille qui n'a aucun sens. Un petit pays, par exemple, comme la Suisse, je parlais d'écologie, c'est le numéro 1 au niveau de la transition écologique dans tous les classements. Et surtout, c'est du bon sens, en fait. C'est complètement absurde au XXIe siècle de dire que pour 28 pays ou 19 pour ce qui est de la zone euro, de dire qu'on va avoir le même modèle, la même politique commerciale, la même politique économique, le même taux de change, le même taux d'intérêt pour des économies qui sont complètement divergentes. Vous avez au niveau, on parlait des échanges commerciaux, vous avez un commissaire européen à l'OMC qui va négocier pour les 28. Mais ce monsieur, il négocie pour qui? Évidemment, il ne négocie pas pour la France parce qu'il y a des intérêts divergents sur tous les sujets. L'Allemagne, par exemple, s'en fiche de l'agriculture et va vouloir vendre son industrie. Et donc, vous allez avoir, à chaque fois, il va négocier quelque chose qui ne va convenir à personne. Et un pays, au XXIe siècle, indépendant, qui fait des alliances avec tel ou tel pays, qui soit dans l'Union européenne ou pas, sur tel ou tel sujet, sera au contraire bien plus dynamique et bien plus à même de défendre ses intérêts, puisqu'il défendra les intérêts de la France et des Français. Vous avez d'autres exemples de pays qui sont en réussite? Moi, je pense à un pays qui est en train de faire une percée significative et qui n'est pas très grand, c'est la Tchéquie. La République tchèque. Alors, ils sont moins riches que la France, oui, pour le coup. Mais bien sûr, mais quand on voit d'où elle est partie... oui. Mais ils bénéficient, c'est un petit peu biaisé pour ces pays de l'Est, puisqu'ils bénéficient justement des fonds européens. De transition. Exactement, qui artificiellement aident ces pays-là. Mais on peut citer des pays hors de l'Union européenne, la Suisse, la Norvège, l'Islande.
se porte très bien. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y en a beaucoup qui nous disent oui, regardez, c'est ce qu'on m'a dit sur LCI, c'est pas comparable. De toute façon, c'est jamais comparable puisque la Norvège a des ressources pétrolières et la Suisse, soi-disant, sera un centre financier mondial. Et c'est ce que j'ai répondu au présentateur. La Norvège, certes, a des ressources pétrolières, mais la France n'est pas un pays sans atout. La France est la première destination touristique du monde, le PIB du tourisme en France c'est plus de 10%, ce que n'ont pas la Norvège ou la Suisse. Donc c'est encore une fois du renoncement, ce sont des gens qui croient que la France n'aurait aucun atout, qu'on serait nul, qu'on ne pourrait rien faire. C'est pas du tout le cas. Et pour ce qui est de la Suisse, le centre financier, c'est absolument faux. La finance en Suisse c'est que 8%, alors que c'est 30% au Luxembourg. Quand on parlait de paradis fiscal, il est dans l'Union européenne. C'est 8% et la Suisse est riche justement de par son industrie et de par les machines-outils et autres. Et contrairement à ce qu'on pense, la Suisse justement a une politique très intelligente et se protège. Par exemple, d'un point de vue agricole, la Suisse va mettre des quotas énormes à partir du moment où ses agriculteurs ont encore des produits suisses à vendre. Et c'est une politique intelligente, c'est du protectionnisme intelligent. En revanche, dès que les produits sont écoulés et qu'il n'y a plus de produits suisses, ils vont complètement ouvrir les quotas aux produits étrangers. Donc c'est ce qu'on appelle du protectionnisme intelligent. Finalement, c'est du bon sens, c'est ce qu'on font tous les autres pays du monde hors de l'Union européenne, ils se protègent. Alors nous allons faire une nouvelle pause. Voilà, vous abordez, Charles-Henri Gallois, la question de l'euro dans 4 chapitres de votre ouvrage. Je propose donc qu'on aborde ces problématiques dans la dernière partie. Et corrélativement à l'euro, le problème du chômage en Europe, parce que la relation est tellement évidente qu'il faut la creuser. Donc, selon l'une des illusions que vous dénoncez dans votre ouvrage, Charles-Henri Gallois, l'euro amènerait plus de croissance. Or, vous montrez que voilà, ce sont principalement les pays du Nord qui s'en sortent les mieux dans cette Union européenne, contrairement aux pays du Sud. Les pays du Nord qui sont les gagnants et qui sont des pays protestants. Quelque part, comment est-ce que vous expliquez le fait que les pays protestants soient les gagnants, contrairement aux pays catholiques ou orthodoxes ? Alors, il y a plusieurs choses dedans. Ce qui est vrai, ce qui est important, c'est de Pierre fait du Max Weber. Là. Exactement. C'est important de faire le bilan. Vous savez, comme on est dans n'importe quelle entreprise, quand il y a un projet, après, on fait un post-mortem, on regarde le bilan de ce qui s'est passé. Je peux vous dire que dans n'importe quelle entreprise, l'Union européenne et l'euro auraient été mis à la benne depuis bien longtemps quand on regarde les résultats par rapport aux promesses d'entrée. Une des promesses, c'est justement l'euro qui apporterait plus de croissance. Quand on regarde, c'est même pas pays seulement du Nord ou du Sud, même quand on agrège, il faut savoir que la zone euro est la plus faible zone de croissance du monde. Il y a juste le Japon qui fait moins bien, mais le Japon est un cas à part, parce que la croissance est beaucoup plus faible, parce qu'il y a sa population qui s'effondre, et donc mécaniquement, vous avez une croissance moindre. Mais sinon, la zone euro est la plus faible zone de croissance du monde. Après, effectivement, quand on regarde à l'intérieur de la zone euro, là, vous avez les pays du Nord qui s'en tirent mieux que les pays du Sud, mais plus qu'une question Nord-Sud, c'est une question... Euro, pas euro. Euro, pas euro, et voilà, les pays déjà... Quand on regarde au sein même de l'Union européenne, quand on regarde la croissance depuis le début entre les 19 pays qui ont adopté l'euro et les 9 qui ne l'ont pas adopté, vous avez un écart depuis 1999 à maintenant de 16 points. Donc c'est absolument énorme. Ça veut dire que les pays de l'Union européenne hors de la zone euro ont une croissance bien plus forte, ce qui ruine complètement tout l'argumentaire habituel et les promesses de l'époque. Et au sein même de la zone euro, effectivement, vous avez les pays qu'on peut qualifier du Nord, qui étaient déjà plus compétitifs avant l'euro. Et donc, qu'est-ce qui se passait quand chacun avait sa propre monnaie? Si on prend la France et l'Allemagne, vous aviez l'Allemagne, comme elle était plus compétitive, elle avait une année un excédent commercial. Et du coup, mécaniquement, sa monnaie s'appréciait. Et quand sa monnaie s'appréciait, quand le mark s'appréciait, les produits allemands devenaient relativement plus chers à l'export. Et perdaient un peu de... Et pour les Français d'acheter, il était plus cher à l'import d'acheter les produits allemands. Et c'était le contraire pour la France. Et donc, vous aviez ces balances commerciales qui se rééquilibraient mécaniquement. Quand vous n'avez plus ce mécanisme-là, vous avez les pays les plus compétitifs qui engrangent après année des excédents commerciaux. Et il faut savoir que l'excédent commercial de la zone euro, c'est gigantesque, c'est de l'ordre de 200 milliards.
Mais c'est que l'Allemagne. Il est allemand. C'est que l'Allemagne. Et donc, au contraire, tous les pays, notamment les pays du Sud, comme la France, eux sont en déficit commercial. Pour la France, c'est quand même plus de... Ça dépend des années, mais on est entre 60, 70, 80 milliards d'euros de déficit commercial. Et ça veut dire que c'est de l'argent qui part tous les gens de France. Et c'est une France qui s'appauvrit, et ça c'est lié à l'euro. D'ailleurs, le dernier excédent commercial français, c'était au tout début des années 2000, quand vous aviez un euro qui était plus faible que le dollar. Mais depuis qu'on a l'euro, maintenant on est en déficit commercial chronique et en chômage massif. Et alors vous avez abordé indirectement la question de la variable d'ajustement. Grosso modo, vous nous avez dit, quand les monnaies étaient les monnaies nationales, eh bien, selon les performances du commerce extérieur, la monnaie s'appréciait ou se dépréciait. Bon. Et on pouvait même recourir à la dévaluation, ce que l'Italie et la France ont fait largement. Maintenant, impossible. Et donc, c'est le chapitre suivant, c'est-à-dire que l'euro nous protégerait du chômage. Non seulement l'euro ne nous protège pas du chômage, mais le chômage est devenu la variable d'ajustement. Alors exactement, il y a deux variables d'ajustement en fait. Quand on regarde déjà la zone euro, contrairement à cette promesse, c'est la zone du monde où il y a le plus de chômage. Et quand on regarde là encore au sein même de l'Union européenne, entre les pays qui ont adopté l'euro et ceux qui ne l'ont pas adopté, vous avez une divergence massive avec un chômage bien plus grand dans les pays de la zone euro que dans ceux qui sont hors zone euro dans l'Union européenne en moyenne. Donc encore une fois, le résultat est calamiteux. Mais là, effectivement, quand il n'y a pas ces rééquilibrages monétaires, il y a deux variables d'ajustement. Il y a le chômage. Et quand vous n'avez plus la dévaluation externe, vous avez l'autre variable d'ajustement qui est la dévaluation interne. C'est ce qu'on a demandé aux Grecs, c'est ce qu'on a demandé aux Italiens et c'est ce qu'on demande aux Français. Voilà. Parce que quand vous avez le rapport des grandes orientations des politiques économiques qui demande chaque année à la France de geler le SMIC, c'est exactement pour ça. Vous ne pouvez pas du coup dévaluer au niveau externe et donc vous créez une dévaluation interne parce que quand vous gelez, vous augmentez le SMIC à peine au niveau de l'inflation, donc ça veut dire que mécaniquement vous baissez les salaires réels. Voilà. Et donc il faut choisir soit l'euro, et donc on a le chômage de masse et la dépression totale sur les salaires, la dévaluation interne, ou alors on n'a pas l'euro. Mais on ne peut pas avoir les deux, et ça les Français, il faut qu'on soit conscient, parce que la question monétaire est une question souvent technique, difficile, voilà. Et les Français ne voient pas les implications, mais les implications concrètes, c'est que l'euro explique en grande partie, il y a aussi le libre-échange total dans lequel je parle dans les 2 derniers chapitres du livre, mais l'euro explique massivement justement la croissance atone et le déficit commercial français, les salaires qui augmentent peu et le chômage de masse. Voilà. C'est véritablement un boulet. L'euro est un boulet pour l'économie française. Ouais. Mais pour vous dire la folie du projet de l'euro, entre 1971 et 1983, en à peine 12 ans, on était passé de 1 Deutschmark égale 1,5 francs à 1 Deutschmark égale 3 francs en 12 ans. Ouais. Donc c'est une dépression, c'est de l'ordre de 50%. Alors on parlait de 50%, là les Européens vous diraient ce serait la catastrophe, etc. Mais sauf que manque de peau, quand on regarde les chiffres, c'est là où on parle du fétichisme de la monnaie, quand on regarde les chiffres, la France à l'époque avait une meilleure croissance que l'Allemagne. Oui. Absolument. Mais l'euro, pour parler de façon imagée, c'est complètement absurde. C'est comme si vous aviez... moi, j'aime beaucoup le foot. En fait, l'euro, pour que les Français comprennent, c'est comme si vous avez fait un match face à l'Allemagne, un bon vieux classique France-Allemagne. Et sauf que l'Allemagne, dès le début du match, jouait à 12 joueurs, alors que vous jouez à 9 joueurs. Bah forcément, le résultat du match, on le connaît. Charles-Henri Gallois, vous évoquez également la question de la gestion des finances publiques. Est-ce que l'Union européenne a un rôle positif sur les États membres en matière de gestion des finances publiques ? Non, au niveau global, on voit que l'endettement a explosé. Alors certes, il y a aussi la crise de 2008 qui a joué, mais finalement, ces règles soi-disant de bonne gestion des 3% ne sont pas révélées efficaces, parce que si l'Allemagne a diminué son endettement, mais du fait, encore une fois, qu'elle bénéficie de l'euro, les autres pays n'ont pas du tout désendetté. Au contraire, l'endettement a explosé partout, en Grèce, en Italie, en France, et il y a... une raison, même si pour moi le gros de l'endettement, justement de l'explosion d'endettement, c'est justement parce qu'on a une faible croissance, et faible croissance, ça donne des faibles rentrées fiscales, et donc vous avez des déficits qui sont importants, vous êtes dans une économie en dépression, et il y a aussi le fait, même si ça explique en petite partie, qu'on ne peut plus du tout monétiser
justement, alors qu'on pourrait monétiser une partie de l'investissement français, évidemment pas tout, parce que sinon on pourrait créer de l'hyperinflation, mais on pourrait monétiser une partie, notamment dans la transition écologique ou autre, ou dans des grands investissements de demain ou dans le bâtiment. On pourrait faire ça alors que c'est interdit par l'article 123 du TFUE qui interdit aux banques centrales de prêter directement aux États. Sauf qu'on en parlera, mais je vais laisser Pierre poser sa question. Oui, allez, justement, Pierre. Olivier, Charles-Henri Gallois, sur cette crise de 2008 que vous avez rapidement évoquée, comment est-ce que l'Union européenne aurait dû protéger les États membres ? L'Union européenne, ce qu'elle aurait dû faire déjà, c'est imposer, mais pour moi ça doit se faire au niveau national, c'est imposer la séparation des activités des banques de dépôt et des banques d'affaires. Voilà, c'est ça. Pourquoi ? L'esprit du Glass-Steagall Act qui avait été pris dans les années 30 sous Roosevelt. Exactement. Parce que là, on est dans une sorte de système complètement fou et d'aléa moral, en fait, où les banques privées les banques commerciales peuvent se servir des dépôts des épargnants pour aller sur les marchés financiers. Et comme l'État doit garantir les dépôts, si les choix de placement sont hasardeux et que la banque est en état de faire faillite, c'est l'État qui va venir justement en dernier ressort sauver les trucs. Donc en fait, ils sont gagnants dans tous les coups. C'est la privatisation des profits et au contraire la socialisation des pertes. Mais l'Union européenne non seulement n'a pas fait ça, mais a fait pire, puisqu'il y a une directive qui a été passée, qui est la directive dite du bail-in, qui veut dire qu'en cas de crise majeure financière, pour protéger les établissements bancaires, là on ne va plus demander à l'État d'intervenir, mais l'État c'est aussi les contribuables, là on va carrément pouvoir piquer directement sur les comptes des personnes, si vous êtes dans n'importe quelle grande banque et que cette banque fait faillite, en premier lieu, pour se recapitaliser, on va pouvoir piquer sur les comptes. C'est quand même. Alors dans la directive, il y a une limite, c'est-à-dire qu'ils disent qu'ils ne piqueront qu'au-delà de 100 000 euros, mais on sait très bien que ça crée un précédent. Il y a eu le cas chypriote en 2013, et s'il y a une grosse crise financière majeure, les 100 000 euros ne tiendront jamais. À partir du moment où le principe a été posé et que ça a été fait, notamment à Chypre, il est fort à parier qu'on descendra bien en dessous des 100 000 euros. On appelle ça du vol, alors qu'un gouvernement de bon sens aurait fait cette séparation justement des banques pour éviter une nouvelle crise. Là, ils ont fait des règles prudentielles comme Bâle 3 ou autres, mais on sait très bien que les tests qui sont derrière ne sont pas l'équivalent de ce que pourrait produire une grande crise financière. Et le fonds de garantie européen ne pourra pas suppléer... Non, ça c'est pas du tout suffisant. D'ailleurs, un fonds qui coûte encore une fois de l'argent à la France, j'en parle dans mon livre, c'est des coûts encore additionnels à la construction européenne. On parlait tout à l'heure des 53 milliards avec les normes, la contribution fiscale directe, etc. Mais il y a d'autres coûts, il y a aussi le coût de ces fonds, et il y a le coût de l'euro. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu un think tank allemand qui a récemment justement tiré le bilan, ce que je disais après coup, l'euro à 20 ans, quel est le bilan de l'euro ? Mais il explique exactement ce que dit l'UPR, ce que dit François Asselineau, ce que dit Vincent Brousseau, ce que dit d'autres économistes comme Jacques Sapir. L'euro, finalement, a bénéficié massivement à l'Allemagne et aux pays du Nord et a été nuisible pour les pays du Sud. Pour la France, c'est 374 milliards d'euros sur une seule année. Sur l'année 2017, parce que le coût va en grandissant. Puis comme vous avez fixé les parités, vous êtes de moins en moins compétitif, alors que vous auriez besoin de déprécier la monnaie. Sur l'année 2017, quand on regarde cette étude, c'est 374 milliards. Le coût de l'euro pour l'économie française, c'est absolument colossal. Et, pardon Pierre, mais il y avait une question qu'on avait laissée en suspens, que vous avez évoquée, c'est le fait que théoriquement, la BCE ne peut pas financer les déficits publics. N'est-ce pas ? Oui. C'est interdit par les traités. Or, Vincent Brousseau, à cette même place, a démontré que le quantitative easing, les facilités monétaires, contribuent en réalité à financer les déficits publics. En partie, parce que ça fait, en rachetant massivement des obligations d'État, ça fait baisser le taux d'intérêt. Mais c'est indirectement, c'est pas un prêt direct des banques centrales aux États. Mais c'est quand même un viol des traités. C'est pas un viol des traités, justement. C'est un détournement, mais ce n'est pas un viol. Légalement, si on lit les textes, ils ont juste contourné la chose, mais c'est pas un viol des traités. D'accord. Donc c'est une manœuvre, finalement, comme il y en a tant au sein même de l'eurocratie. Oui, exactement. De toute façon, c'est vrai que le grand problème qu'il y a, c'est que si un gouvernement, mettons, qui n'est pas favorable à cette politique-là,
viole les traités, il va directement être poursuivi par la Cour de justice de l'Union européenne, alors que quand les européistes entre eux s'arrangent avec les règles, il n'y a aucun État qui va les poursuivre devant la Cour de justice de l'Union européenne, qui elle-même fait de la politique de toute façon, et appliquerait dans un cas les sanctions et n'appliquerait pas dans l'autre. On ne peut pas parler d'une cour indépendante. Pour terminer, Olivier et Charles-Henri Gallois, on peut peut-être parler de la sortie donc, de l'euro que nos dirigeants promettent est catastrophique. Juste avant, c'est très révélateur sur cette saine gestion des finances publiques. En 2014, la Cour des comptes, vous l'indiquez dans votre ouvrage, de l'Union européenne avait indiqué que Bruxelles avait fait une erreur de 7 milliards d'euros. Bonne gestion. Donc on ne sait pas où sont passés ces 7 milliards d'euros, mais en tout cas, on l'a dans le baba. En tout cas, donc pour sortir de l'euro, évidemment, les adversaires de cette sortie de l'Union européenne et de l'euro affirment que cette sortie entraînerait une explosion de la dette publique française. Pourquoi vous nous dites que c'est impossible ? C'est archi faux, parce que l'idée, c'est de dire, en fait, finalement, là, à l'heure actuelle, notre dette est en euros. Et si demain on sort, la monnaie deviendra le franc, le nouveau franc, peu importe. Et donc la totalité du stock de dette serait remêlée, en gros, serait toujours en euros. On devrait le rembourser en euros alors qu'on est en francs. Sauf que c'est complètement faux parce que il y a un principe de droit international qui s'appelle le principe de lex monetae, qui dit que ce qui fait foi, on rembourse dans la monnaie qui a cours légal dans le pays à partir du moment où le contrat justement est en droit national. Or, quand on regarde les chiffres, 97% de la dette publique française est en droit français. Donc c'est-à-dire que la dépréciation et le remboursement plus élevé porteraient seulement sur 3%, ce qui est ridicule, d'autant qu'un pays redevenu souverain peut faire en sorte, par exemple, de mettre une taxe confiscatoire sur ces 3% pour forcer les détenteurs à passer en droit national et pouvoir rembourser en francs. Donc c'est encore en fait c'est encore un mythe. Mais en fait, mon chapitre sur la sortie de l'euro montre que toutes les affirmations sont complètement mensongères. Quand on demande souvent... Sur le prix de l'essence également. Exactement, sur le prix de l'essence, c'est la même chose. Le prix de l'essence, comme c'est essentiellement constitué de taxes, l'essence c'est plus de 60% de taxes. L'augmentation serait à peine de 9 ou 10 centimes. C'est moins que la taxe justement qu'a mis en place Emmanuel Macron et qui a mis le feu aux poudres au niveau des gilets jaunes. C'est moins que ça. Donc en fait, quand on creuse à chaque fois avec un européiste et qu'on regarde les arguments, soit il n'a pas d'argument et il crie tout simplement parce que ça sera la catastrophe. On se demande pourquoi. Il ne sait pas répondre, ou quand il répond, ce sont des arguments de ce type-là. La dette qui exploserait, le prix de l'essence, etc. Et quand on creuse le sujet, quand on le décortique, on se rend compte que finalement, ce sont que des mensonges. Mais nous sommes dans une logique dogmatique, vous l'avez dit au début. Oui. Et justement, c'est cette phrase que Charles-Henri Gallois écrit dans son livre et que je trouve géniale, c'est donc l'attitude des européistes à l'encontre des Anglais donc, qui veulent sortir de l'Union européenne. Vous dites c'est l'attitude d'une secte voulant punir le membre qui souhaite reprendre sa liberté. Donc on est vraiment dans le dogme, C'est exactement ça. Et vous savez qu'il y a eu d'ailleurs un diplomate européen qui a fait une confidence à Darius Rochebin, qui est un journaliste de la RTS suisse, et qui lui a dit « Mais vous savez, en fait, ce qu'on redoute dans le Brexit, c'est que les Anglais sortent et s'en sortent très bien parce que finalement ça serait l'effondrement de tout le mythe européen. » Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment dans toutes les négociations avec le Royaume-Uni, l'Union européenne s'est comportée comme une secte qui voulait punir l'adepte, qui voulait reprendre sa liberté, ou c'est pareil d'ailleurs dans les mafias ou autres, on veut intimider. C'est exactement la même chose, on n'est pas du tout dans un principe de démocratie ou disons de club, de partenaires ou autre. Non, là c'est plus les partenaires, on veut punir au maximum le Royaume-Uni et l'Union européenne était d'une mauvaise foi totale dans toutes les négociations du Brexit. C'est d'ailleurs pour ça que ça a autant traîné, parce que aussi Theresa May était elle-même pour le maintien du Royaume-Uni dans l'Union, donc on n'a pas non plus mis toutes ses cartes. Si Boris Johnson avait été dès le début au pouvoir, il aurait, ce qu'il a fait, menacé d'une sortie sans accord. Et il aurait pu, par exemple, pour accélérer les négociations, et c'est ce que ferait l'UPR si François Asselineau arrivait au pouvoir en 2022, justement, on arrêterait, si on voit que c'est de mauvaise Françoise, on arrêterait les contributions. D'ailleurs, ce n'est pas dans les traités européens, donc on pourrait arrêter les contributions pour faire accélérer. Et on ne se priverait pas, si la négociation
traîner en longueur, de sortir de façon unilatérale sans accord à partir d'une certaine période de temps, parce qu'il n'y a pas de raison, effectivement, de rester emprisonné si les partenaires sont de mauvaise foi en face. Et en fait, ce que craint l'Europe, c'est la jurisprudence du Brexit, finalement. C'est de donner un exemple aux autres, justement. Et même sur l'euro, on voit très bien que nos compatriotes sont attachés à l'euro, pas pour des raisons techniques, en réalité pour des raisons psychologiques. Mais je pense que c'est lié à un système, comme je l'ai dit, de propagande, parce que mon chapitre sur la sortie de l'euro, pour le coup, explique en détail pourquoi tous les arguments de la peur sont infondés. Et c'est la grande différence finalement, et la difficulté en France pour tous ceux qui veulent se libérer de l'Union européenne et de l'euro par le Frexit, c'est qu'en France, c'est ce que j'explique d'ailleurs en introduction dans le livre, si demain on avait un référendum sur cette question, il y aurait, je vous le dis dès maintenant, 100% des grands médias qui feraient campagne contre le Frexit et pour le maintien, alors qu'au Royaume-Uni, c'était quand même relativement équilibré. Évidemment, il y avait plus de médias quand même pour le Remain, mais vous aviez tout un tas de grands quotidiens, exactement, le Sun, le Daily Telegraph, qui est le journal de qualité le plus lu au Royaume-Uni. Oui, le Sun, a fait, voilà. mais c'est très populaire. 3 millions, je crois. Exactement, très populaire et très lu. Tirage 3 millions. Ils ont une troisième page qui est très adressée à l'agent masculin. Oui, voilà, c'est très populaire. Et il faut se souvenir que 3 millions, un tirage de 3 millions, c'est considérable. Le plus gros tirage français, c'est 800 000. Voilà. Et donc, il y a eu toute cette influence-là au Royaume-Uni qui a permis d'avoir un vrai débat d'idées et un débat démocratique. Je suis désolé, c'est un grand problème finalement, la gestion des médias, quand vous avez déjà une égalité du temps de parole qui n'existe pas dans les faits, et en plus des médias qui vont que dans un sens, ça évidemment, ça torpille complètement l'exercice démocratique, puisque dans une vraie démocratie, on doit avoir les avis des uns et des autres contraires, comme ça la population a tous les arguments, et après, dans une démocratie, c'est le peuple qui tranche, mais évidemment, quand il y a une propagande telle comme en France, c'est un problème, c'est pour ça que c'est une bataille d'idées, et que ce livre, justement, est là pour contribuer à la bataille d'idées, et comme je dis souvent, c'est un plaidoyer pour une France libre et indépendante. Et TV Liberté aussi. Débat d'idées. Les illusions économiques de l'Union européenne. Et c'est d'ailleurs préfacé par Idriss Aberkan, on n'en avait pas parlé, mais... Je l'avais cité, mais... Ah oui, d'accord. Mais aux éditions... Fauve. Merci. Merci, Charles Gallois. Et à une prochaine fois, il y aura certainement matière, puisque l'Europe va continuer sur sa lancée dogmatique. Et j'espère que le Brexit aura lieu bientôt après les élections britanniques. Eh bien, vous reviendrez sur ce plateau pour nous parler du Brexit. Et je suis convaincu que les choses iront tout à fait dans le sens que vous avez évoqué dans votre livre. Merci. Merci à vous. Et chers téléspectateurs, à très bientôt.